Bien, bonjour à toutes et tous. Alors au terme de ce vaste et très intéressant parcours historique qui vous a été proposé, je vais pour ma part vous parler d'une maladie infectieuse d'origine virale, épidémique, très contagieuse, transmissible de personne à personne par voie respiratoire rapprochée. Cette maladie, certains d'entre vous ont peut-être vu le Covid-19, il s'agit en fait de la variole. Variole qui est la première maladie que la vaccination s'est attachée à combattre dans l'histoire humaine. À quel prix et en combien de temps parvient-on à vaincre une épidémie au moyen de pratiques de vaccination? Surtout, qu'est-ce que les débats nés aux origines de la vaccination nous apprennent sur nos peurs, sur nos espoirs d'aujourd'hui, à l'heure où les mots de Pfizer, Moderna ou AstraZeneca sont quasiment entrés dans le vocabulaire commun? Alors pour vous proposer cette petite réflexion, je m'appuierai en particulier et principalement sur deux très beaux et très intéressants ouvrages. D'abord ceux de Laurent-Henri Vigneault, qui est un collègue historien des sciences qui a publié très opportunément en 2019, juste avant l'apparition de l'épidémie de Covid, avec Françoise Salvadori, un ouvrage qui s'intitule « Antivax, la résistance au vaccin du XVIIIe siècle à nos jours », paru donc chez Vendémiaire. Et également un autre ouvrage d'une collègue historienne et littéraire d'Oxford, que je connais bien, avec qui j'ai eu le plaisir de souvent collaborer, Catherine Hassett, qui a publié à Paris, chez Desjonquières en 2008, un ouvrage intitulé « Les rois aussi en mouraient, les lumières en lutte contre la petite vérole ». Alors cette petite vérole, de quoi s'agit-il? Donc cette variole, smallpox en anglais, appelée petite vérole, rappelons-le, pour la distinguer de la syphilis. Syphilis qui était la grande vérole, qui était elle sexuellement transmissible. Donc variole et syphilis, petite et grande vérole, sont deux maladies qui n'ont en réalité aucun lien de parenté médicale, mais que les sociétés anciennes ont associé, car elles avaient pour point commun de laisser d'atroces séquelles, on le voit ici, sur la peau des malades, y compris sur les malades qui parvenaient à réchapper à ces maladies. Et donc on a affaire à deux maladies qui terrifient car elles agissent comme de véritables marqueurs sociaux dans une société d'Ancien Régime qui est tout à fait marquée, si je puis dire, pardon du pléonasme, par la culture des apparences. La variole était le fléau le plus redoutable. 10%, on estime que 10% de la mortalité totale du XVIIIe siècle peut lui être imputée. Elle était beaucoup plus létale que notre actuel coronavirus car elle tuait à peu près 20% des malades, un malade sur 5. Même si elle ne se manifeste pas, même si elle ne se manifestait, on peut parler au passé, pas par des épidémies massives et soudaines comme la peste dont on a souvent parlé, la variole a engendré la mort de 2 fois plus d'individus que la peste n'en avait tué lors du terrible XVIIe siècle. Alors pour se prémunir de ce fléau, 2 techniques successives ont été élaborées dans l'Europe du XVIIIe siècle, techniques découvertes dans des contextes très distincts et que l'on peut considérer, l'une plus que l'autre, mais on peut dire toutes les deux, comme des ancêtres de notre actuelle vaccination. Excusez-moi. La première de ces techniques, justement, j'anticipais, c'est la variolisation ou inoculation de la variole. Alors j'ai plaisir à l'évoquer car elle nous place cette technique à l'articulation de 3 courants de recherche qui me sont chers, l'histoire diplomatique, l'histoire des sciences et également, vous allez le voir, l'histoire des femmes. Découvert dans les hammams de Constantinople par la femme de l'ambassadeur d'Angleterre auprès du sultan ottoman, Lady Mary Wortley Montagu, cette femme d'ambassadrice découvre effectivement dans les premières décennies du XVIIIe siècle à Constantinople que des levantines grecques préservent leurs jeunes enfants de la variole en faisant pénétrer une forme bénigne de la petite vérole, donc par voie sous-cutanée. Donc, concrètement, il s'agit d'un prélèvement de pus de malades variolés que l'on réduit en poudre et que l'on introduit par une petite scarification au niveau du bras des sujets. Cela leur communique une version atténuée de la maladie qui les préserve de la forme la plus virulente. L'avantage de cette technique rudimentaire, c'est qu'elle laisse à l'immunisé le temps de se fabriquer des anticorps et donc l'immunise à vie. Mais les inconvénients sont aussi sensibles. Il y en a 2. D'abord, le patient variolisé continue à être contagieux pendant la durée d'incubation de la maladie artificielle.
Ce qui signifie que dès le XVIIIe siècle, nous sommes contraints à prendre, enfin les contemporains sont contraints à prendre en considération la problématique de sujets contagieux mais asymptomatiques, même si on ne parle pas de ce terme à cette époque-là, sujets qui suscitent des inquiétudes, parfois même des délations, et également des mesures d'isolement. Le deuxième inconvénient de la variolisation, c'est que c'est une pratique qui n'est pas dénuée de risques, car il arrive que le sujet inoculé contracte la forme grave de la maladie. Alors selon quel pourcentage, évidemment c'est toute la question, on estime aujourd'hui qu'entre un cas sur 50 et un cas sur 100 sont concernés par cette contamination, ce qui est évidemment beaucoup plus fréquent que les très rares cas de thrombose que l'on a pu associer à l'administration du vaccin AstraZeneca. Je rappelle, 32 cas de décès en Grande-Bretagne sur 21 millions de doses. On n'est pas du tout dans les mêmes proportions. Lady Montagu fait donc inoculer son fils en 1718, puis sa fille, à son retour à Londres. Elle rapporte ainsi la technique observée à Constantinople en Angleterre. La technique s'y répand, dans des proportions relativement modestes, d'abord chez des repris de justice volontaires, des premiers cobayes, et puis la chose est sensible et notable dans les milieux de la cour à partir de 1722. Alors j'en viens tout de suite, pour pouvoir parler ensuite des débats, à la deuxième technique, celle plus connue de la vaccination, que l'on doit, comme on sait, au médecin anglais Edward Jenner. Jenner qui, en 1796, on est à la toute fin du XVIIIe siècle, s'aperçoit qu'une forme animale de la variole des vaches, cowpox en anglais, si elle est administrée à l'homme au moyen d'une lancette, la lancette c'est l'ancêtre de notre seringue, l'empêche de contracter la variole. Et donc le terme de vaccination vient de là, variola vaccina, la variole des vaches. Alors, quels sont les avantages de la vaccination par rapport à la variolisation, technique antérieure? La vaccination, d'abord, ne rend pas le sujet contagieux, ce qui est un avantage considérable, contrairement donc à la variolisation. D'autre part, elle ne présente quasiment aucun risque pour l'homme, en tout cas un risque tout à fait dérisoire, elle est donc beaucoup plus sûre d'utilisation. Quels sont ses inconvénients? Son inconvénient principal, c'est qu'elle assure une protection pendant un temps limité, à l'image, à l'instar de nos vaccins d'aujourd'hui. Alors, je vous ai présenté brièvement ces deux techniques successives. Ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'elles ont suscité énormément d'espoir, mais aussi de crainte et des débats enflammés dans une Europe qui est celle du XVIIIe siècle, qui est une Europe au sein de laquelle la société civile et l'espace public qu'elle investit s'imposent peu à peu comme des formes très importantes de régulation des rapports humains. Je me réfère ici bien sûr à la thèse connue du philosophe Jürgen Habermas. Et donc, d'une certaine manière, on peut dire que les réseaux sociaux de l'ère numérique n'ont rien inventé. Ils ont seulement transposé une réalité ancienne, évidemment à une échelle tout autre. Les termes du débat, je vais essayer de vous les présenter brièvement, ils mettent en jeu 4 types d'arguments. 4 types d'arguments que l'on tend à retrouver aujourd'hui, dans des proportions parfois variées, chez ceux qui contestent le bien fondé de la vaccination contre le SARS-CoV-2. Premier type d'argument, des arguments religieux. L'idée est défendue par les opposants à ces techniques que, en inoculant une maladie, l'homme, en quelque sorte, s'attribue un pouvoir qui relèverait de Dieu. Il s'impose tel un nouveau Prométhée. Chez ceux qui sont contre la variolisation ou la vaccination, on retrouve très présent la mise en avant du thème de la prédestination. Mis en avant par des jansénistes, par des protestants. Dieu est le seul maître de notre destin, nous n'avons pas à agir sur notre destin à sa place. Et il est intéressant de voir qu'un certain nombre d'études qui ont été menées montrent que dans des zones très hostiles à la vaccination au XVIIIe siècle, je pense à certaines régions des Cévennes ou d'Ardèche, où les protestants étaient nombreux, on retrouve une certaine hostilité aux pratiques plus actuelles, plus récentes de la vaccination. Ceci dit, cette hostilité dans les milieux religieux, elle traverse en fait toutes les religions, toutes les confessions. Alors, on taxe évidemment la variolisation d'un certain nombre de critiques parce qu'elle vient de l'Empire ottoman, donc d'une civilisation jugée hérétique. Mais il ne faut pas oublier qu'un certain nombre de médecins de la cour du sultan y étaient aussi très hostiles, parce que justement, elle aussi, cette pratique contraire au mektoub, qui est le destin, la notion de destin très importante dans la théologie musulmane. Donc cet anti-vaccinisme religieux, il est
minoritaire dans les religions, mais il tend à être présent dans tous les courants. Un deuxième argument qui est opposé à ces techniques, c'est l'argument que l'on peut qualifier de naturaliste. La variole artificielle est envisagée comme une sorte de défi lancé à l'encontre de la nature. Et là, on retrouve des opposants peut-être plus inattendus, comme un certain nombre de philosophes. Rousseau, qui a une attitude un peu ambiguë en réalité sur le sujet, mais qui écrit dans les Mille « Tout est bien en sortant de la nature, tout est mal en sortant des mains de l'homme ». Voilà bien de quoi délégitimer ce type de pratique médicale intrusive. Autre point sensible, c'est une technique, celle de la variolisation, qui a été promue par des femmes. Lady Montaigu, dont j'ai parlé, mais également la princesse de Galles, qui va devenir reine d'Angleterre. Eh bien, ça, c'est envisagé comme quelque chose de tout à fait, disons, signifiant d'un point de vue négatif. Je me référais ici au docteur Ecke, qui était un janséniste, adversaire de la pratique de variolisation, et qui l'associe, ce sont ses termes, à un remède de bonne femme. Il est très intéressant aussi de constater que l'argument misogyne se nourrit d'un argument xénophobe pour tenter de discréditer la méthode. Je cite Ecke, « Si les hommes entrent pour quelque chose dans cette histoire, ce sont des nègres que l'on cite pour témoins, la sorte d'hommes les plus menteurs qui soient au monde. » Je ne commande pas, évidemment. Dans l'autre sens, pour ceux qui ont accepté cette technique, cette acceptation est intéressante, l'acceptation de la technique de l'inoculation, en particulier parce qu'elle reflète un changement progressif du regard parental sur les enfants, avec des hésitations très manifestes qui se font jour. On peut citer une lettre de Madame Roland de 1788 qui se montre très indécise sur l'inoculation à réaliser auprès de son enfant, qui ne supporte pas, et on peut la comprendre, l'idée d'entraîner une mort possible de ses enfants. Mais au fur et à mesure, et surtout, il faut bien le dire, lorsque la vaccination succède à la variolisation, on assiste à une diffusion de la méthode qui a pour corollaire, si vous voulez, et s'inscrit dans un contexte de plus grande attention, disons une plus grande sensibilité du regard parental vis-à-vis des enfants. Vous avez ici un tableau de 1820 du peintre Desbordes qui représente le médecin Alibert procédant à une vaccination anti-variolique. Le troisième argument, très sensible, très important et très, disons, porteur d'écho et de correspondance avec notre époque, c'est l'argument scientifique ou médical. On a affaire, à travers ces deux techniques, l'une comme l'autre, à des pratiques qui s'opposent aux théories médicales en vigueur au XVIIIe siècle. Ces théories, sans entrer dans le détail, ce sont les théories des humeurs, qui recommande, je le rappelle, l'évacuation des humeurs jugées excédentaires et néfastes dans le corps humain par des médicaments, alors diurétiques ou purgatifs, ou par des saignées. On a tous en tête l'image des fameux médecins de Molière. Eh bien, face à ces théories, qui ne sont pas seulement en cours, qui sont des théories reconnues par tous, la variolisation, comme la vaccination, suppose l'inverse, c'est-à-dire l'introduction de la maladie dans le corps, ce qui est difficilement supportable par le corps médical. C'est aussi une médecine empirique dont on ignore le fonctionnement réel, puisque je rappelle que le mécanisme de l'immunologie ne sera découvert qu'après Pasteur, qui a mis en place le vaccin contre la rage. Donc ce n'est que bien après que l'on découvre le fonctionnement véritable de ces techniques. Et enfin, chose très sensible par rapport au débat actuel, on retrouve dès le XVIIIe siècle une opposition entre la médecine curative et la médecine préventive qui s'inscrit à cette époque dans une préoccupation de santé publique. Alors là-dessus, il faut évidemment faire un sort au débat très important et très intéressant qui a opposé en 1760-1761, en particulier les deux savants que sont le Suisse Bernoulli et le Français d'Alembert. Bernoulli cherche, lui, à démontrer l'utilité de la pratique de la variolisation, de l'inoculation, d'un point de vue statistique. Il montre par exemple que la mortalité par la variole serait 13 fois supérieure à celle de l'inoculation. Et il cherche aussi à mesurer le coût économique de l'épidémie variolique, donc le bien fondé de l'inoculation pour la prospérité économique de l'État. On a là affaire à la naissance des probabilités et des mathématiques sociales,
Et dans ce combat, Bernoulli est assez largement rejoint, il faut bien le dire, par Diderot et également par le savant Lacondamine auquel on doit la célèbre formule « La petite vérole nous décime, l'inoculation nous millésime ». Donc nous permet d'atteindre un âge canonique. Mais face à Bernoulli et d'autres savants s'oppose d'Alembert. Alors d'Alembert, ce n'est pas un adversaire de l'inoculation, mais c'est quelqu'un qui a une position intéressante car plus mesurée. Il est en fait le seul dans le camp des philosophes à émettre des réserves car il prend davantage en compte l'individu et la question de l'individu. Je le cite, « On ne peut pas comparer le désespoir d'avoir hâté la mort et le malheur de l'avoir laissé subir. » Il y a donc une impossibilité aux yeux de d'Alembert d'appliquer à un individu un raisonnement qui serait un raisonnement purement mathématique et statistique. On retrouve là évidemment la base du débat actuel opposant bénéfice collectif et risque individuel. Ce débat philosophique et médical, déjà très présent, vous le voyez, lors du débat sur la virilisation, il ressurgit avec l'apparition à la fin du XVIIIe de la vaccination. Alors là, certains médecins, qui étaient devenus favorables à cette première méthode rudimentaire de la variolisation, se dressent fermement contre la vaccination, avec l'idée que c'est une véritable pollution du corps humain par des humeurs animales, puisque la vaccination vient de la variole bovine. Enfin, je serai plus bref pour évoquer un dernier argument qui a aussi son rôle dans ces débats, c'est l'argument politique. L'argument politique, alors qu'il faut réinscrire évidemment dans la société du XVIIIe siècle, on a d'abord cherché à varioliser un certain nombre de souverains, de têtes couronnées, en Angleterre puis en France, mais évidemment ça n'a pas été sans poser de questions. Peut-on varioliser des souverains? Cela met à mal l'idée de l'intégrité, l'idée de la sacralité du corps royal. Il est d'ailleurs révélateur de constater qu'aucun médecin de cour n'a accepté de varioliser Louis XVI. Il a fallu faire appel à un obscur chirurgien militaire. Aucun ne souhaitait prendre ce risque. Mais finalement, la pratique se diffuse, en particulier chez ceux que l'on a appelés plus tard les despotes éclairés du XVIIIe siècle, donc ceux qui agissent en écoutant, en ayant une oreille favorable aux philosophes. Catherine II de Russie, en particulier, la tsarine, décide de se faire inoculer. Alors on a en France au début une certaine critique aussi qui vient de la rivalité qui n'est pas totalement disparue aujourd'hui, il faut bien le dire, entre la France et l'Angleterre, avec l'idée qu'on a une pratique qui vient d'Angleterre, donc qui peut susciter un certain nombre de suspicions. Néanmoins, il faut souligner que Bonaparte, premier consul, accorde, dès qu'il le peut, des passeports spéciaux à un disciple de Jenner pour venir apporter les premiers vaccins en France. Et sur cette question du lien entre vaccination et politique, alors il faut se référer à la thèse très intéressante de Lucie Guimier, qui a montré, à l'appui d'études récentes, département par département, les racines politiques anciennes des discours des anti-vaccins. Avec des départements, par exemple, elle cite le cas de l'Ain, qui était à la fois un département favorable à l'empereur et très favorable aussi à la vaccination, qu'il avait cherché à mettre en place, et un autre département, celui de l'Ardèche, qui était beaucoup plus hostile à l'Empire et qui, dans les époques anciennes et jusqu'à aujourd'hui, s'avère également très défavorable aux vaccins. Alors, je vais chercher à vous résumer un petit peu les différents arguments qui se sont opposés. Ce qui me semble intéressant aussi, c'est de mettre en valeur les vecteurs, les supports du débat. Car on voit bien que le discours anti-vaccinal aujourd'hui se nourrit d'un certain nombre de relents complotistes et évidemment bénéficie de la révolution numérique pour se diffuser. Je rappelle qu'au XVIIIe siècle, on a déjà la naissance de cet espace public qui confisque en quelque sorte, qui tend à confisquer aux experts le monopole de la légitimité du savoir. Et ce débat va donc en réalité s'emparer de différents supports. Des épîtres, des lettres philosophiques, mais aussi des romans, des poèmes, des journaux, des gravures, des estampes.
et même des objets, enfin des objets, comme on pourrait dire, plutôt des articles de mode, puisque on avait, je crois, enfin je ne crois pas, je sais, mais malheureusement on n'a pas d'image, enfin je n'ai pas d'image à vous montrer, mais au temps de Marie-Antoinette, un pouf à inoculation. Alors un pouf, c'était une coiffure gigantesque, si vous voulez, dont s'auréolaient un certain nombre de marquises et d'aristocrates de la cour de Versailles, un pouf à inoculation qui montrait donc dans la coiffe, dans la gigantesque coiffe que désignent ces poufs, les symboles et Louis XVI subissant ou bénéficiant, peut-on dire, de l'inoculation. Alors, concernant les adversaires de l'inoculation, les adversaires, on les retrouve, ils cherchent à publiciser en particulier ce qu'on retrouve dans les réseaux sociaux aujourd'hui, les cas d'enfants qui n'ont pas survécu au traitement, hein, évidemment pour faire peur aux parents qui voudraient céder à la méthode. Et puis alors, la dimension iconographique devient tout à fait importante dans le cas de la vaccination. On le voit à travers un certain nombre d'images. Vous avez ici la caricature de James Gillray qui se moque des effets merveilleux de la nouvelle inoculation. La nouvelle inoculation, c'est la vaccination. Et vous voyez les différents patients qui se sont fait vacciner. Alors, leur surgissent à la fois du nez, de la tête, de la poche, de véritables corps de vaches minuscules, hein, comme s'ils avaient été contaminés littéralement par la variole bovine et qu'ils allaient en être déformés. Autre gravure tout à fait intéressante, celle de la vaccine en voyage. La vaccine en voyage, c'est un document iconographique. Allô, voilà, excusez-moi. La gravure de la vaccine en voyage, c'est une gravure qui vise à se moquer des effets justement de la vaccine, à une époque, premières années du 19e siècle, où les vaccinateurs commencent à sillonner véritablement les campagnes françaises. Ils appartiennent d'ailleurs, ces vaccinateurs, c'est des représentants de l'État. Hein, ils appartiennent aux différentes strates de la société. Ils sont passés par toute la chaîne administrative des préfets et des départements mis en place au temps de la Révolution et de l'Empire. Ils enjoignent les maires à organiser des véritables campagnes de vaccination. Oui, sauf que vous voyez en arrière-plan de cette calèche un personnage beaucoup plus facétieux, beaucoup moins sérieux et scientifique, qui est le personnage d'Arlequin, qui tend un dindon dans sa main. Hein, dindonner à cette époque, on le voit dans cet autre dessin, la dindonnade tente à signifier tromper. Donc celui qui se fait vacciner, hein, en quelque sorte, se transformerait en dindon, d'où l'expression qui est restée dans notre vocabulaire, être le dindon de la farce. La vaccination est dès le départ entachée d'un soupçon de duperie. Et ses partisans tentent à être associés à des charlatans qui chercherait à promouvoir une pratique dans le seul but de s'enrichir. Hein, donc vous voyez, dans tout le débat qu'on a aujourd'hui sur les big pharma, hein, là aussi il y a des relents qui sont, enfin des relents modernes d'arguments qui sont assez anciens. On critique donc un remède finalement supposé miracle qui remplacerait une technique désormais bien éprouvée qui est celle de l'inoculation, hein, d'où la difficulté du passage d'une technique à une autre, quand bien même la seconde est beaucoup plus efficace que la première. Alors je terminerai en m'interrogeant sur ce qui fait finalement pencher, parce que ça nous intéresse, je pense, pour nos débats d'aujourd'hui, ce qui fait pencher le débat en faveur de la vaccination. Qu'est-ce qui fait que une majorité s'y rallie, hein, au XVIIIe siècle comme aujourd'hui? Il y a deux arguments qu'on peut évoquer en la matière. D'abord, la valeur qui est celle de l'exemple. La valeur de l'exemple, c'est-à-dire des personnes bien recommandées qui se font varioliser, se font vacciner, et donc d'une certaine manière, ça rassure, hein, leurs compatriotes ou leurs administrés. 1756, le célèbre médecin genevois Tronchin inocule les enfants du duc d'Orléans. Bon, branche cadette de la famille royale, mais on franchit un nouveau cap lorsqu'en 1774, après que Louis XV ait été donné pour mort de la variole, on vaccine Louis XVI et ses frères, donc les futurs Louis XVIII et Charles X, qui subissent, là aussi, la pratique de l'inoculation. Donc on retrouve évidemment cette stratégie déployée par certains dirigeants, hein, on peut penser à Joe Biden, dont on se souvient de l'image récente en train de se faire vacciner, d'une vaccination qui est montrée, qui est publicisée pour convaincre une partie substantielle de la population. Néanmoins, cette valeur de l'exemple, elle est assez insuffisante en réalité.
Et je crois que c'est davantage la valeur du nombre qui a pu compter et jouer. Et de ce point de vue, une comparaison dernière entre variolisation et vaccination est tout à fait intéressante. Car la variolisation que j'ai évoquée pâtit en fait d'une réalité, c'est qu'elle est une pratique élitiste, une pratique urbaine, une pratique qui touche d'abord les couches aisées de la société. Et on le comprend bien, car pour être variolisé, il faut s'isoler. Il faut isoler les inoculés, ce qui rend la pratique assez inadaptée pour des gens du peuple qui ne disposeraient pas d'une résidence isolée à la campagne pour, pendant le temps de l'incubation, s'isoler du reste de la population. La vaccination ne pose pas ces problèmes et c'est la raison pour laquelle elle s'impose dès le début du 19e siècle, vous pouvez le voir à travers cette carte, comme un phénomène, on pourrait déjà dire presque de masse, qui agit à une échelle transnationale. Évidemment, elle ne passe pas simplement la Manche, de la Grande-Bretagne à la France, mais elle envahit l'Europe et peu à peu le reste du monde. Quelques chiffres sont assez éloquents pour s'en rendre compte. 80 000 morts par an de la variole en France avant 1800, plus que 10 000 morts seulement 5 ans après, en 1805, à la suite des campagnes de vaccination organisées par les nouvelles autorités préfectorales dans les départements français, qui ont subi un certain nombre de caricatures, comme le montrait cette gravure de la vaccination en voyage, mais enfin, qui ont néanmoins montré leur efficacité. Alors pour terminer, peut-être qu'il est utile pour nous tous de donner un peu d'espoir sur ce qui nous attend face à la pandémie de coronavirus, en rappelant tout simplement que l'histoire des progrès de la vaccination antivariolique se confond bien avec celle de l'éradication de la variole. Cela s'est fait sans doute au prix d'un débat au XIXe siècle sur le caractère obligatoire de cette vaccination, débat qui se posera peut-être et qui est légitime pour la Covid-19. 1853, le vaccin contre la variole est rendu obligatoire en Angleterre. 1902, il est rendu obligatoire en France. 1977, l'OMS annonce l'éradication totale de la variole. Vous avez ici une image des 3 directeurs du programme qui déclarent solennellement dans cette photo datée de 1980 « Smallpox is dead », la variole n'est plus. Donc aujourd'hui, seuls des échantillons du virus de la variole sont conservés à des fins de recherche dans les laboratoires habilités par l'OMS. Augurons, souhaitons que cela sera aussi le cas pour le SARS-CoV-2 si la vaccination devient aussi universelle que l'a été la pandémie qui nous touche. Voilà, merci à toutes et tous pour votre attention.